Ce soir sur Ukraine Today, explosion en Russie. Les forces de défense ukrainiennes ont frappé l'usine Progress, un développeur et fabricant d'équipements de haute précision pour l'armée russe. Détails sur l'arme laser ukrainienne. Ce que l'on sait du projet Sunray et de sa possible utilisation dans des conditions de combat réelles. La terreur du Kremlin, les conséquences horribles de la frappe massive de la Russie sur les infrastructures énergétiques et de chauffage de l'Ukraine. Le comportement honteux du CIO. Pourquoi l'athlète ukrainien de Skeleton, Vladislav Eraskevich, a-t-il été disqualifié? Tout cela et bien plus encore, tout de suite. Bonjour, je suis Volodymyr Robchun et voici Ukraine Today. Cliquez sur le bouton « J'aime » et passons aux actualités. Nous commençons par des événements retentissants dans la région de Tambov, en Russie. L'usine Progress y a été frappée. Elle développe et produit des équipements de haute précision pour l'aviation et les systèmes de contrôle de missiles. Autrement dit, une cible parfaitement légitime. Dans la ville d'Ukhta, en République des Komi, Russie, la raffinerie Lukoil Ukhta Neftepererobotka a également été touchée. Il se situe à plus de 1700 km de la frontière ukrainienne. Je vous rappelle qu'hier encore, la raffinerie Lukoil Volgograd était en feu. Flamingo en action. Des missiles ukrainiens ont été visités hier soir dans un arsenal de stockage intégré de missiles, de munitions et d'explosifs situé dans la région russe de Volgograd. Cette information a été communiquée par l'état-major ukrainien. Les forces de défense ukrainiennes ont écrasé l'infanterie russe qui tentait de franchir un gazoduc, en direction de leur position dans la région de Suma. Dans une autre direction, deux groupes de soldats russes ont tenté de pénétrer dans un village à l'aide de motoneiges, mais ils ont été arrêtés et partiellement détruits. Plus d'informations sur la situation sur le champ de bataille dans le rapport. Dans la direction de Zaporizhia, les forces armées ukrainiennes ont détecté et détruit un système de lance-roquettes multiples Ouragan. Ce système avait récemment tiré sur le district de Kortitsky à Zaporizhia. Au cours des prochains mois, l'objectif stratégique de l'armée d'occupation est de s'emparer de cette zone, de la ville de Huliaipol dans la région de Zaporizhia, ainsi que de Pokrovsk et Mirnorad. Selon des experts indépendants, la prise de ces trois localités permettrait à la Russie d'établir un point d'appui urbain pour stationner des troupes et organiser la logistique en vue de futures opérations offensives. La publication américaine de New York Times écrit que les forces russes progressent extrêmement lentement, mais que des succès dans le sud et l'est de l'Ukraine pourraient donner à Moscou un avantage lors des négociations de paix médiatisées par les États-Unis. La prise des trois districts de la ville de Huliaipol dans le sud-est, ainsi que des villes de Pokrovsk et Mirnorad, situées à environ 100 km au nord-est, offrirait à la Russie un point d'appui urbain pour stationner des troupes et organiser la logistique en vue de futures offensives, ainsi qu'un nouvel atout lors des négociations de paix médiatisées par les États-Unis. À environ 64 km à l'ouest de Huliaipol, les troupes russes s'approchent des abords de Zaporizhia. Les cartes du champ de bataille montrent que les forces de Moscou se trouvent à environ 24 km de l'entrée sud de la ville. Des experts militaires préviennent que toute nouvelle avancée des troupes placera cette zone à portée de petits drones de combat, exposant ainsi les habitants à des attaques aériennes 24 heures sur 24. Le New York Times. Dans la région d'Orikiv, les forces armées ukrainiennes ont concentré un important contingent de troupes et construit un système de fortification conséquent. C'est pourquoi les occupants tentent d'avancer sur Zaporizhia par le nord. À leur tour, les forces ukrainiennes mènent leurs propres manœuvres. Des opérations stratégiques de contre-offensive des forces armées ukrainiennes ont officiellement commencé, spécifiquement conçues et destinées à reprendre du territoire en coupant essentiellement les groupes russes en progression. Depuis les lignes d'approvisionnement à l'arrière, depuis l'arrière lui-même, ici, la direction principale est indiquée par des flèches bleues. Et les choses ne se passent pas si bien pour les Russes.
Ils font face à une résistance sérieuse de la part des forces armées ukrainiennes et rencontrent même ce que, du temps de l'URSS, à leur tour, ils lancent eux-mêmes des actions offensives. L'objectif principal de l'opération est de couper les flancs des groupes russes et de bloquer leur avancée vers la direction de Uliaïpol et vers Orikiv. Il s'agit d'une opération à vecteurs multiples. D'une part, il s'agit d'empêcher l'expansion de la tête de pont russe vers la région de Dnipropetrovsk, ce qui revêt une importance politique. D'autre part, il s'agit de perturber les plans du commandement russe visant à intensifier les opérations de combat dans la direction de Zaporijia. Dmitry Snihirov, expert militaire. À l'heure actuelle, Uliaïpol est une zone grise. La prise totale de cette ville ainsi que le succès global dans la région de Zaporijia pourraient être utilisés par la Russie comme élément de pression militaro-politique lors des négociations. Au cours de la semaine écoulée, dans cette direction, ainsi que le long de toute la ligne de front du côté ukrainien, on a constaté de fortes gelées et des coupures de courant. Starlink. Par conséquent, le nombre d'engagements a considérablement diminué. En moyenne, il y en a un peu plus d'une centaine. Mais comme auparavant, la direction de Pokrovsk reste une priorité pour le Kremlin. Au cours des dernières 24 heures, un quart de toutes les actions d'assaut, soit 35 sur 126, ont eu lieu dans cette direction. Dans la zone de Pokrovsk-Mirnorad, un groupement très puissant de troupes russes est contenu. Si les forces armées ukrainiennes n'opposaient pas une résistance sérieuse à cet endroit, et elles en opposent effectivement une, alors ce groupement, dont on dit parfois qu'il compte 170 000 personnes, une force très importante, ne serait pas retenue ni même fixée là-bas. Et cela est réalisé par un nombre de troupes, de ressources et de forces nettement inférieur à celui que les forces armées ukrainiennes ont déployé sur place. C'est à ce que je comprends l'enjeu de la lutte ou de la bataille pour Pokrovsk-Mirnorad. La possible prise de Pokrovsk et Mirnorad aurait avant tout une importance opérationnelle et stratégique pour les Russes. C'est pourquoi tant d'efforts sont déployés là-bas. Eh bien, pour l'instant, la situation est difficile, mais sous contrôle. Au cours des dernières 24 heures, la Russie a perdu au moins 770 occupants, tués et blessés. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, les pertes totales russes ont atteint 1 250 150. Au cours des dernières 24 heures, les forces de défense ukrainiennes ont également détruit un char russe, 5 véhicules de combat blindés, 65 systèmes d'artillerie et des dizaines d'autres équipements militaires ennemis. La Russie a mené une frappe massive contre les infrastructures énergétiques et de chauffage de l'Ukraine. Parmi les villes touchées figuraient Kiev, Dnipro, Odessa et Soumy. Dans la capitale, 2 personnes ont été blessées, des bâtiments résidentiels et des voitures ont été endommagés. Des milliers d'habitants se sont retrouvés sans chauffage. À Odessa, l'attaque a provoqué une panne de courant. Environ 300 000 personnes se sont retrouvées sans eau courante. Près de 200 bâtiments ont été privés de chauffage. À Dnipro, un nourrisson et une fillette de 4 ans ont été blessés. Des maisons privées ont été endommagées. Les frappes ont été interdites à 10 000 personnes. Au total, la Russie a lancé 244 frappes aériennes contre l'Ukraine, 25 missiles et 219 drones. Les forces de défense aérienne ont intercepté 213 cibles. Une réponse de Miro suit généralement les frappes russes. Les habitants de Belgorod, en Russie, ont ressenti la puissance de la riposte ukrainienne. Ils se sont déjà adressés à Poutine, lui demandant de cesser les attaques contre le secteur énergétique ukrainien, car eux-mêmes ne veulent pas vivre dans l'obscurité et le froid. La glace est brisée. Des responsables de plusieurs régions russes exhortent désormais publiquement le président Vladimir Poutine à arrêter les bombardements sur l'Ukraine, car chaque frappe entraîne une riposte directe sur leur propre sol. Ces dirigeants sont de plus en plus inquiets pour la sécurité de leurs citoyens alors que ce cycle de violence se poursuit. Regardez simplement la situation actuelle. Ça brûle là-bas. Oui, je le vois. Le gouverneur de Belgorod n'a pas pu retenir ses émotions face au bombardement que subit la ville. Vyacheslav Vladimirovitch ne s'attendait pas à une telle frappe. Quand le courant a été coupé, il a commencé à crier. Il a dit quelque chose comme « On nous a abandonnés, les autorités bombardent Kiev, mais pour une raison quelconque, c'est nous qui sommes touchés en retour.
Il a promis d'appeler le ministère de la Défense et le Kremlin pour exiger que des systèmes de défense aérienne soient transférés dans l'oblast de Belgorod, directement depuis Moscou. Je ne sais pas s'il a vraiment appelé, mais c'était triste et douloureux de voir le gouverneur dans cet état. Et cette déclaration n'a pas été faite dans une cuisine, mais bien devant ses collègues. Bien sûr, il y avait des citoyens vigilants, des informateurs qui ont immédiatement rapporté les propos du gouverneur aux supérieurs. Une réponse d'en haut n'a pas tardé à arriver. Ce sont bien sûr les paroles d'un traître, mais nous allons vérifier si Gladkov les a réellement prononcées et nous prendrons des mesures si nécessaire. Le Kremlin a réagi. Les propos de Gladkov sentent la trahison et sont inacceptables. Pas étonnant que l'élite russe se soit tendue, car jusqu'à présent, aucun des hauts fonctionnaires. Je comprends les émotions du gouverneur. Il en a clairement trop dit, mais cela arrive. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel. Nous nous battons pour la victoire dans l'opération militaire spéciale, et pour cela, il faut parfois faire des sacrifices, comme renoncer à une vie confortable. Et la région de Belgorod est la ligne de front de notre confrontation avec l'ennemi. C'est pourquoi nous espérons tous que Gladkov va se calmer, et que sa région, avec le reste de la Russie, poursuivra ce combat difficile, mais absolument nécessaire. L'effet boomerang a été immédiat. La guerre est arrivée en Russie. Cela a directement touché les responsables eux-mêmes. Personne ne ressent l'implication de Moscou dans les affaires des habitants de Belgorod. On a l'impression que le gouverneur, oui, les autorités régionales sont en quelque sorte avec nous. Eux aussi, d'une certaine manière, subissent la coupure de courant et le gouverneur vend activement cette idée à la population. Il dit « Moi aussi, je suis resté coincé dans un ascenseur pendant la coupure. » Le gouverneur montre son inquiétude de ne plus pouvoir résoudre lui-même les problèmes de la région. Les interventions de nos techniciens ces 2 derniers jours n'ont pas encore porté leurs fruits. Loin de nous l'idée de nous excuser, je souligne simplement la complexité technique de la situation actuelle. Gladkov a même annoncé une évacuation partielle des habitants en raison de problèmes d'eau, d'électricité, de chauffage et de communication. Et les alertes constantes. Afin de préserver l'ensemble du système, des coupures sont effectuées. Les coupures durent de 2 à 4 heures. Je suis convaincu que dans un avenir proche, le nombre de ces coupures diminuera. En raison des dommages causés aux infrastructures. La situation à Belgorod ressemble désormais à celle de Kiev et d'autres villes d'Ukraine qui sont impitoyablement bombardées par l'armée russe. L'armée russe a mené une frappe massive avec des armes de haute précision sur l'Ukraine. Il y a de graves problèmes de chauffage dans les villes. Il fait moins 26 degrés à Kiev en ce moment. La rumeur dit que le gouverneur de la région de Belgorod a demandé à plusieurs reprises à Moscou des ressources supplémentaires de défense aérienne pour protéger la ville. Cependant, le Kremlin a répondu que ce n'était pas possible. Coupure de courant. L'électricité est fournie de façon intermittente, seulement quelques heures par jour. Les gens se retrouvent sans électricité, sans chauffage, ni eau. Eh bien, vous comprenez ce qui se passe ou pas? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Que s'est-il passé? Pourquoi tout cela arrive-t-il? C'est précisément à cause de l'absence totale de réaction du Kremlin que Belgorod gèle sans chauffage ni électricité. On fixe le plafond, on entend les cliquetis, rien n'est précipité, c'est vraiment dur. Ils ne pensent absolument pas aux gens. Non seulement il n'y a pas de défense anti-aérienne, mais ils ont aussi privé les gens de moyens de communication. Et encore une fois, Gladkov est apparu. Telegram a été ralenti dans toute la Russie. En conséquence, cela ne fonctionne pas non plus dans la région de Belgorod. Le canal Telegram de Gladkov est devenu la principale source d'information pour les habitants sur les questions de sécurité. Je crains que le ralentissement du canal Telegram puisse affecter la transmission d'informations urgentes. À vous, au cas où la situation s'aggraverait. Mais nous sommes, avec vous, une région en première ligne.
Les coupures d'électricité et de chauffage dans la région de Belgorod ont commencé après des frappes sur les infrastructures énergétiques début février. Et c'est comme ça à Belgorod, toutes les 2 heures environ. Suite aux frappes sur les centrales Luch, Belgorod et le poste Frunzenski, des milliers de foyers sont privés de services publics. La restauration du système énergétique de la ville n'a pas donné les résultats escomptés. Des années d'usure des canalisations se sont fait sentir, alors ils ont commencé à vidanger l'eau des systèmes. Après sa critique franche, Gladkov pourrait devenir non seulement un traître aux yeux de l'élite du Kremlin, mais même un espion anglais ou un agent étranger. Combien d'autres membres de l'élite, qui, pour le dire gentiment, sont las des hostilités en cours, vont commencer à s'exprimer? La question reste ouverte. L'Ukraine augmente l'efficacité de sa défense aérienne. C'est ce qu'a déclaré le commandant en chef, le général Oleksandr Syrski. Selon lui, des mesures organisationnelles sont en cours. Le nombre et la qualité des drones intercepteurs augmentent. La coopération active avec les partenaires se poursuit afin de remédier à la pénurie de missiles pour les systèmes de défense aérienne et l'aviation de chasse. Pour continuer sur le sujet de la défense aérienne, hier, je vous ai parlé du nouveau système laser de l'Ukraine, Sunray, conçu dans le cadre d'un système plus large pour contrer les drones Shahed. Désormais, de nouveaux détails intéressants ont émergé. Voici ce que nous savons sur l'arme laser de l'Ukraine. Les armes laser sont désormais en Ukraine. Ce qui semblait difficile à croire il y a seulement quelques années est désormais devenu réalité. Elles seront d'abord utilisées à l'arrière, puis déployées directement sur la ligne de front des combats. The Atlantic rapporte que les ingénieurs ukrainiens ont réalisé une avancée majeure dans le développement des armes laser, citant le journaliste américain Simon Schuster. L'homme s'est personnellement rendu en Ukraine et a vu de ses propres yeux à la fois le développement et son fonctionnement. Le laser tournait pendant que ses caméras suivaient la cible. L'opérateur a crié « Feu !» En quelques secondes, le drone a commencé à brûler comme frappé par un éclair invisible, puis il est tombé au sol en décrivant une trajectoire enflammée. Dans le même temps, Schuster a rapporté que les militaires appellent ce développement Sun Ray, ce qui signifie rayon de soleil. Sa taille permet d'installer le système dans le coffre d'un simple pick-up et lors de son fonctionnement, l'unité est silencieuse et n'émet aucune lumière. Cela lui permet d'opérer discrètement depuis n'importe quel endroit. Très probablement, ces systèmes seront d'abord utilisés pour intercepter ces mêmes drones. Il est possible qu'à l'avenir, on puisse envisager de les utiliser contre des missiles. On peut aussi envisager de les utiliser contre des UAV, mais cela prendra du temps. Je dois préciser qu'il avait déjà été question auparavant en Ukraine de développer sa propre arme laser. À l'époque, l'information avait été rendue publique par le commandant des systèmes sans pilote des forces armées ukrainiennes, Vadim Sukharevski. Il avait été rapporté que le laser est capable de détruire des cibles ennemies à une altitude d'environ 2 km. Le laser de combat ukrainien peut abattre des cibles aérodynamiques à des altitudes supérieures à 2 km. Ce sont des caractéristiques tactiques et techniques impressionnantes. En fait, son homologue américain a une portée effective d'environ 1,6 km. Ainsi, lorsque la partie ukrainienne annonce des caractéristiques tactiques et techniques, notamment une portée d'engagement de cible de 2 km, on peut dire qu'il s'agit d'une avancée significative pour l'industrie de défense ukrainienne dans le développement de systèmes d'attaque innovants. Les analystes notent que, en règle générale, un système laser est généralement accompagné d'autres équipements. Le système comprend une source d'énergie puissante, c'est pourquoi il est souvent installé sur de gros véhicules. C'est le cas lorsqu'il s'agit d'une installation mobile. Cependant, étant donné que le laser ukrainien fonctionne depuis le coffre d'une voiture, il est probable que nos ingénieurs aient également réalisé une avancée en termes de taille du système.
Il n'est certainement pas anodin qu'ils choisissent d'installer ces systèmes massifs sur des navires ou d'autres plateformes mobiles imposantes capables de fournir leur propre production d'électricité à grande échelle. Même le Striker est équipé d'une centrale électrique qui lui permet de délivrer ses impulsions de 50 kW. Parlons de la puissance. Les spécifications annoncées des armes laser américaines et britanniques bien connues aujourd'hui tournent autour de 50 kW. Cela garantit la destruction assurée des cibles aériennes à des altitudes allant jusqu'à 2 km. L'Ukraine, cependant, semble avoir réussi à dépasser ces spécifications. Apparemment, la puissance du laser dépasse les 50 kW, car, je le souligne à nouveau, la portée effective du laser américain a été annoncée à 1,6 km. Sa puissance est d'environ 50 kW. De plus, il convient de noter qu'un laser de combat similaire a également été développé par les Britanniques. Le laser de combat britannique possède une portée opérationnelle comparable, atteignant jusqu'à 2 km. Cependant, la puissance de sortie de ce système a déjà atteint 50 kW, 0,5 kW. Alors, où devons-nous attendre la première utilisation officielle du rayon solaire ukrainien ? Selon les analystes, il s'agit d'une solution extrêmement efficace pour protéger nos installations à l'arrière. Tout d'abord, il n'y a pas de missiles intercepteurs, ce qui évite les risques supplémentaires liés à la chute d'éclats. Il n'y a pas de bruit de tir qui effraie les civils. Et surtout, les cibles des Russes sont souvent des installations énergétiques. C'est-à-dire qu'en installant le laser à proximité, nous obtenons également une source d'alimentation pour le faisceau et une protection pour les infrastructures critiques. Nous parlons ici de la capacité à neutraliser le principal facteur des attaques russes, à savoir les attaques utilisant des véhicules aériens sans pilote, tant contre les infrastructures résidentielles des villes ukrainiennes que, par conséquent, la capacité de protéger les installations énergétiques à l'intérieur de notre pays. Il sera d'abord utilisé à l'arrière, puis déployé directement sur la ligne d'engagement, lorsque nous pourrons opérer comme la plupart des avions d'aviation tactique. Quand, en mode temps réel, le laser doit suivre les cibles et se verrouiller immédiatement dessus afin d'y diriger le faisceau d'énergie. Selon des journalistes occidentaux, le programme ukrainien d'armes laser a duré environ 2 ans et a coûté plusieurs millions de dollars. Cependant, l'installation elle-même est actuellement estimée à plusieurs centaines de milliers de dollars et peut être utilisée plusieurs fois, ce qui est nettement moins cher que l'achat ou la production de missiles pour les systèmes de défense aérienne existants. L'Ukraine se bat pour la liberté. Soutenez notre journalisme pour la vérité sur la guerre russe. Devenez sponsor via le lien en description. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo pour nous aider à gagner en visibilité. Merci. Et gloire à l'Ukraine! Une guerre entre la Russie et l'OTAN pourrait être plus proche qu'il n'y paraît. Le commandant en chef de la Norvège, Erik Kristoffersen, a déclaré au Guardian qu'Oslo se prépare à une possible invasion russe. Pendant ce temps, l'armée britannique s'entraîne à combattre la Russie dans une ville artificielle qui simule une zone de conflit en Ukraine. À suivre, comment l'OTAN prévoit précisément de se défendre contre l'agression russe. Les pays de l'OTAN se préparent activement à une invasion russe. Plus personne ne doute que le dictateur sanguinaire prévoit d'attaquer l'Europe. Nous sommes la prochaine cible de la Russie et nous sommes déjà en danger. Lorsque je suis devenu secrétaire général de l'OTAN l'année dernière, j'ai averti que ce qui se passe en Ukraine pourrait aussi arriver aux pays alliés. Nous avons dû adopter une mentalité de temps de guerre. Le temps n'est plus de notre côté. Le moment d'agir est venu. La Russie a ramené la guerre en Europe et nous devons être aussi prêts que l'étaient nos arrière-grands-pères. Il y a quelques mois, le renseignement danois a prévu une attaque russe et c'est tout simplement choquant. Dans les 6 premiers mois suivant immédiatement la cessation des hostilités militaires actives sur le front russo-ukrainien, les forces armées de la Fédération de Russie disposeront de la capacité nécessaire pour mener une guerre locale. Dans l'un des pays voisins, situé le long de sa frontière. Environ 2 ans plus tard, la Russie représentera une menace réelle pour un ou même plusieurs pays de l'OTAN en même temps et sera ainsi prête pour une guerre régionale contre plusieurs pays à la fois dans la région de la mer Baltique.
Et enfin, au cours des 5 prochaines années, l'OTAN doit se préparer à une guerre de grande ampleur sur le continent européen, dans laquelle les États-Unis pourraient ne pas intervenir. L'armée britannique s'entraîne déjà à combattre la Russie dans une ville artificielle qui simule une zone de combat en Ukraine. Nous passons à un état de préparation au combat comme objectif principal de nos forces armées. Lorsque nous sommes directement menacés par des États dotés d'armées développées, la manière la plus efficace de les dissuader est d'être prêts et de leur montrer que nous sommes prêts à assurer la paix par la force. Nous faisons face à la guerre en Europe, à de nouveaux risques nucléaires, à des cyberattaques quotidiennes et à une agressivité russe croissante dans nos eaux. De la même manière, la Norvège est également prête à se battre et estime que la Russie tentera de s'emparer de ces territoires situés à proximité des sites de l'arsenal nucléaire russe. Nous sommes membres de l'OTAN, dont le principal objectif est de prévenir la guerre. Mais si ou lorsque la guerre commence, nous nous battrons pour obtenir la victoire la plus rapide possible, simplement pour éviter d'être entraînés dans une guerre prolongée comme en Ukraine. L'essentiel est d'infliger le plus de dégâts possible à l'ennemi, et ce, le plus rapidement possible. Cette fois, les Américains poussent activement les Européens à se réarmer. Car c'est la principale garantie que Poutine changera d'avis ou sera incapable de mettre ses plans à exécution. Lorsque Washington parle de la nécessité d'augmenter les dépenses militaires des pays européens, il ne s'agit pas simplement d'une exigence conditionnelle du président Donald Trump et de ses alliés. C'est la nécessité pour l'armée européenne de se réarmer au même rythme que le réarmement des forces armées de la Fédération de Russie. Car seul un tel réarmement, d'ailleurs, comme nous le savons grâce à l'expérience ukrainienne, peut dissuader la Russie d'envahir, tandis que l'absence de programme militaire efficace ne fait qu'encourager la Fédération de Russie et lui permet de compter sur un autre blitzkrieg. Lavrov a une nouvelle fois déclaré que la Russie n'avait pas l'intention d'attaquer l'Europe. Mais dans la même phrase que cette déclaration, comme d'habitude, il a commencé à menacer de guerre. Nous menons une opération militaire spéciale en Ukraine. Nous n'avons aucune intention d'attaquer l'Europe, nous n'en avons tout simplement pas besoin. Et si l'Europe, avec toutes les diverses menaces qu'elle représente, se prépare à une guerre hostile contre nous, commence à mettre ces menaces à exécution et déclenche un véritable conflit contre nous. Attaquer la Fédération de Russie, comme l'a dit le président, ne sera pas de notre part une opération militaire spéciale. Ce sera une réponse militaire globale et à grande échelle, avec toutes les ressources et capacités dont nous disposons, strictement conformément à nos documents doctrinaux stratégiques établis à ce sujet. Mais évidemment, peu importe ce que disent les Russes, on ne peut pas leur faire confiance, car ils mentent toujours et font ensuite le contraire. Et il semble que les Européens l'aient enfin compris et soient prêts à se défendre. Et enfin, à propos de ce que je considère comme le comportement honteux du CIO. L'athlète ukrainien de skeleton Vladislav Eraskievich a été disqualifié avant sa première descente aux Jeux Olympiques de 2026. Il a insisté pour concourir avec un casque du souvenir affichant les athlètes tués à la suite de la guerre menée par la Russie. L'entraîneur principal de l'équipe ukrainienne de skeleton et père de Vladislav Mikhailo Eraskievich a commenté la décision du CEO. Selon lui, la direction de l'organisation a oublié l'histoire des Jeux Olympiques, dont le but initial était aussi de rendre hommage aux héros et guerriers tombés. De ma part, merci Vladislav pour ta position. C'est déjà une victoire de la dignité humaine sur la bureaucratie rigide, avec peut-être une pointe d'influence russe. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Merci pour votre soutien. Force aux défenseurs de l'Ukraine, gloire à l'Ukraine. Aimez, abonnez-vous, commentez, partagez. Et à la prochaine fois.